Parmi toutes les planètes du système solaire, notre Terre est unique, car c'est la seule à avoir développé la vie. Mais que se passerait-il si nous avions une concurrente? Et si une deuxième Terre apparaissait de nulle part? Il y aurait alors deux scénarios différents. Le premier est la destruction des deux planètes. Le second a une fin inattendue, mais plutôt logique. Mais commençons par le scénario catastrophe. Une deuxième Terre, avec les mêmes conditions, ne pourrait exister que si elle recevait exactement la même quantité de lumière solaire que notre planète. L'orbite que suit notre Terre est idéale pour recevoir la quantité nécessaire de chaleur solaire. Si nous étions un peu plus loin, la surface entière de notre planète ressemblerait à l'Antarctique. Et si la Terre était un peu plus proche du Soleil, nous vivrions tous dans un immense désert, peuplé de très rares êtres vivants. Donc, pour que la deuxième Terre soit identique à la nôtre, il faudrait qu'elle suive l'orbite de notre planète. Deux objets massifs peuvent exister à proximité l'un de l'autre. L'union de la Terre et de la Lune en est un excellent exemple. Mais si le deuxième objet était aussi lourd et massif que notre planète, il n'y aurait pas assez d'espace pour les deux. La gravité de deux Terres serait un énorme problème. Les deux mondes entreraient en collision car ils seraient tirés l'un vers l'autre. Ce processus durerait des centaines de millions d'années. À la fin, les deux planètes se transformeraient en un seul monde géant. Et leur reste volerait autour de la planète nouvellement formée, ressemblant aux anneaux de Saturne. Ou bien l'une des planètes pousserait l'autre hors de son orbite. Dans ce cas, l'une des terres se précipiterait vers le Soleil et se consumerait comme une allumette. Il est également important de se rappeler que la Terre se déplace à une vitesse de 105 000 km/h en permanence. C'est plus de 80 fois plus rapide que la vitesse du son. Et maintenant, imagine deux énormes planètes qui se dirigent l'une vers l'autre à une telle vitesse. Même un organisme microscopique vivant dans la bouche d'un volcan n'aurait aucune chance de survivre à la collision des deux terres. Même la Lune serait déchirée en morceaux par le souffle de l'explosion. Maintenant, imaginons que la jumelle de la Terre suive une autre orbite, quelque part entre Mars et la Terre. Même dans cette situation, la vie des humains changerait à jamais. À propos, la théorie selon laquelle la Terre pourrait avoir une jumelle est apparue il y a longtemps. Les scientifiques d'autrefois pensaient que la deuxième planète pouvait se cacher du côté opposé du Soleil. Grâce aux technologies modernes en astronomie, nous savons que cette théorie n'est pas fondée. Sinon, nos télescopes et autres équipements auraient déjà capté des signaux de cette planète. Les scientifiques étudient des objets spatiaux à des milliers d'années-lumière de nous. Ils auraient donc certainement remarqué un autre monde dans notre proche voisinage. Quoi qu'il en soit, imaginons que la deuxième Terre existe bel et bien et que nous l'ayons découvert récemment. L'ensemble du domaine de l'astronomie et de l'astrophysique recevra immédiatement des centaines de milliards de dollars de financement. L'étude de la jumelle de la Terre deviendra un objectif prioritaire. Les experts avanceront des centaines d'hypothèses sur l'apparence de la deuxième Terre et sur ce qui s'y passe. La planète se trouve presque à la même distance du Soleil que nous. Cela signifie que le climat doit y être le même. Bientôt, les scientifiques découvrent que le sosie de la Terre a de l'eau liquide et des continents. Mais ils ne sont pas comme les nôtres. Leur forme et leur emplacement sont différents. Il est très probable que la vie y existe aussi. Mais quelle est son origine? Il existe une hypothèse selon laquelle la vie sur notre planète est apparue grâce à des acides aminés apportés par une météorite. Il est très improbable que la même chose soit arrivée à un autre monde. La vie y est très probablement apparue de façon totalement différente. Peut-être que les poissons ne sont pas sortis de l'eau sur cette planète et que les premières créatures intelligentes sont apparues dans l'océan. Il pourrait s'agir d'amphibiens avec des écailles et des nageoires, ou de monstres ressemblant à des pieuvres avec d'énormes tentacules. Les poissons de la deuxième Terre ont pu sortir de l'eau et développer des membres. Mais s'ils n'aimaient pas marcher sur le sol, alors ce monde pourrait être habité par des hommes-oiseaux intelligents. Ou bien la vie pourrait avoir pris naissance dans les profondeurs du sol. L'évolution aurait alors créé des taupes humanoïdes ou des vers très développés. Pour en avoir le cœur net, les scientifiques y envoient un rover. Une mission similaire a été un succès sur Mars. Alors il ne devrait pas y avoir de problème avec celle-ci. Les terriens attendent. Que va trouver le rover de l'autre côté? Il faudra plusieurs années pour qu'il arrive là-bas. Étrangement, 2 jours après le lancement, il revient. Mais ce n'est pas notre sonde spatiale. Pendant tout ce temps, les habitants de la seconde Terre ont aussi observé notre planète. À un moment donné, ils ont aussi envoyé une sonde. Elle est faite des mêmes matériaux que les nôtres. Elle est équipée d'une caméra et d'un appareil d'enregistrement.
Mais les terriens sont inquiets car le rover ressemble à une araignée mécanique. Se peut-il que des tarentules géantes vivent dans ce monde? Les scientifiques comprennent que nous devons communiquer. Nous envoyons à nos visiteurs un signal radio contenant des informations sur notre civilisation. Ils captent ce message et envoient le leur. Il contient des inscriptions étranges qui ressemblent à du charabia. Les linguistes du monde entier essaient de les déchiffrer. Pendant ce temps, les astronomes envoient aux visiteurs un enregistrement de la parole humaine. Quelques jours plus tard, nos satellites captent un message de nos voisins de l'espace avec leur voix. Les scientifiques sont sur le point de diffuser l'enregistrement. Le monde entier retient son souffle. Et c'est un grognement. Un grognement terrible et absolument incompréhensible. Il comporte des pauses et un rythme inhabituel, mais il ne ressemble en rien à une parole humaine. La planète entière panique. Tout le monde se prépare à une invasion. Le plus important maintenant est de construire des boucliers pour protéger la planète. Personne ne peut décrypter les messages. Il est possible que nos voisins ne nous comprennent pas non plus. Les gens font une dernière tentative pour établir une forme de contact. Nous envoyons une vidéo pour expliquer à nos hôtes, à l'aide de gestes et de signes, que nous ne voulons que la paix et la collaboration. La réponse ne se fait pas attendre. Notre satellite reçoit leur fichier vidéo. Les scientifiques visionnent l'enregistrement et il est choquant. On y voit des dinosaures dans des combinaisons robotisées. La vie sur la deuxième Terre s'est développée de la même manière que sur notre planète. Mais la fameuse météorite colossale n'y est pas tombée. Au cours de millions d'années d'évolution, les dinosaures sont devenus conscients. Dans la vidéo, ils grognent et pointent avec leurs griffes l'image de notre Terre. Puis ils se mettent à grogner encore plus fort. Et, est-ce un rire? L'enregistrement se termine. Les terriens considèrent que c'est l'annonce de l'invasion. Plusieurs années se sont écoulées. Pendant ce temps, les scientifiques ont échangé plusieurs fois des messages avec les dinosaures. Et il semble que nous commencions à les comprendre. Il s'avère que les reptiles veulent aussi la paix. Ils disent que leur planète était autrefois habitée par des humanoïdes semblables aux humains, mais qu'une inondation massive les a anéantis. Les dinosaures ont réussi à survivre et à évoluer vers des êtres intelligents. Il faudra de nombreuses années avant que l'on ne pose le pied sur leur planète. Et lorsque cela arrivera, l'humanité se sentira soulagée en réalisant qu'elle n'est pas seule. Mais que se passerait-il s'il n'y avait pas de vie intelligente sur la deuxième Terre? Ce serait une bonne nouvelle aussi. Nous saurions que nous avons un autre foyer à disposition. Peut-être commencerions-nous tout de suite à explorer la jumelle de la Terre ou à exploiter ses ressources pour réapprovisionner les nôtres. Dans tous les cas, nos vies ne changeraient pas immédiatement, car cette Terre serait trop éloignée de notre planète. Des dizaines de générations s'écouleraient avant que les gens ne commencent à s'installer sur la seconde Terre. Notre planète natale serait de plus en plus pauvre en ressources, alors tout le monde voudrait déménager vers le nouveau monde. Au début, seuls les plus riches seraient en mesure de le faire, mais avec le temps, les voyages dans l'espace deviendraient plus abordables. Les gens investiraient probablement beaucoup d'argent pour construire un véritable paradis sur la seconde Terre. Si cela arrivait, nous visiterions ce monde pendant nos vacances, pour respirer de l'air frais et profiter de la nature. Dans tous les cas, la population humaine augmenterait. Cela signifie que tôt ou tard, la deuxième Terre deviendrait aussi peuplée que la première. Et les gens commenceraient alors à chercher une nouvelle maison parmi les étoiles. À propos, si une forme de vie existait sur une planète similaire à la nôtre, elle ressemblerait probablement à des pieuvres. Il existe même une théorie selon laquelle les pieuvres sont arrivées sur Terre depuis un autre monde. Tout animal a plusieurs stades évolutifs de développement. Par exemple, les éléphants et les mammouths descendent d'un ancêtre commun, vieux d'il y a 5 à 6 millions d'années. En regardant encore plus loin, presque tous les mammifères ont évolué à partir d'un ancêtre qu'ils partageaient avec les reptiles. Chaque espèce a évolué pendant des millions d'années. Mais pas les pieuvres. Elles sont soudainement apparues sur l'arbre généalogique. Du point de vue de l'évolution, les calmars devraient évoluer en pieuvres d'ici plusieurs millions d'années. Mais elles sont déjà là. De plus, les pieuvres sont incroyablement intelligentes. Leur code génétique est bien plus diversifié que celui des humains. Ce sont peut-être des visiteurs d'une autre planète semblable à la nôtre. Mais bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse. Regardons les choses en face. Pour une étoile, notre Soleil est assez ordinaire. Et non, il n'a rien d'exceptionnel. Il y a des millions de naines jaunes similaires dans l'univers. Et pourtant, nous l'aimons. Après tout, c'est notre seule étoile et elle nous donne la vie. Toutefois, il n'en a pas toujours été ainsi. Jadis, le Soleil avait un jumeau, et peut-être même un jumeau maléfique.
Que lui est-il arrivé? C'est ce que nous allons découvrir. Ceci est un nuage moléculaire géant. On les appelle aussi parfois des nébuleuses obscures. On y trouve tout un tas d'amas interstellaires remplis de gaz, de la poussière et des tonnes d'étoiles. Ces nuages n'ont pas de limite précise et prennent souvent des formes complètement folles. Certains sont même visibles à l'œil nu. Regarde le ciel nocturne, tu verras comme des taches sombres sur notre lumineuse Voie lactée. Et c'est là que notre Soleil est né il y a environ 4,5 milliards d'années. Il provient de l'un de ces nuages moléculaires. Il y a toutes ces années, des ondes d'énergie sont passées par là. Elles ont rassemblé toute cette matière et ont comprimé ces amas en de denses noyaux. C'est alors qu'une proto-étoile est née. Cette jeune proto-étoile était une boule d'hydrogène et d'hélium encore tiède. Puis, des millions d'années plus tard, la température et la pression à l'intérieur de la boule ont augmenté. Et c'est ainsi que notre étoile est née, le Soleil. Mais tout ce qui se trouvait dans ce nuage n'a pas contribué à sa formation. Un reste s'est mis à tourner autour de la nouvelle étoile. Et comme tu l'as peut-être deviné, cette matière s'est progressivement transformée en planète. Et notre Terre a vu le jour. Voilà comment notre système solaire a été créé. Mais il est possible que ce ne soit pas tout, et qu'au moment où notre étoile naissait, il en naissait aussi une autre, le jumeau perdu du Soleil, fabriqué à partir des mêmes matériaux. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il existe ? Récemment, des scientifiques ont créé des modèles afin d'en savoir plus sur la naissance des étoiles. Et ils leur ont révélé que la plupart des étoiles ne naissent pas seules mais en amas, ou tout au moins avec un frère. Après d'autres recherches, nos savants ont pu confirmer que les étoiles formées à l'intérieur des nuages moléculaires étaient le plus souvent accompagnées. Il arrive que les deux étoiles restent ensemble. Par exemple, la petite tournera autour de la plus grande. Elles peuvent même former des systèmes à étoiles doubles, triples et plus encore. En d'autres cas, leurs chemins divergeront. Pour toujours. C'est probablement ce qui est arrivé à notre Soleil. Mais il pourrait avoir eu un frère ou une sœur lui aussi. Peut-être même plus qu'un. Toute une fratrie. Et même un grand jumeau, avec une masse et des caractéristiques similaires. Mais si c'était le cas, où serait-il, ce deuxième Soleil ? Nous avons une hypothèse. Et, d'après celle-ci, ce jumeau serait peut-être plus néfaste qu'il n'y paraît. Dans les années 80, les scientifiques ont commencé à remarquer que quelque chose se répétait dans l'histoire de la Terre. Environ tous les 27 millions d'années, des extinctions à grande échelle semblent se produire sur notre planète. Plutôt étrange, non ? Tous les 27 millions d'années, une catastrophe est venue modifier notre biosphère pour toujours. Comme quelque chose de programmé, une espèce de cycle. Et puis, l'astrophysicien Richard Muller a suggéré qu'il y avait peut-être quelque chose qui causait ces événements, un certain corps céleste. Selon lui, il pourrait s'agir d'une étoile naine que nous ne pouvons pas voir en raison de sa faible luminosité. Elle pourrait être située à environ 1,5 années-lumière de nous. Cette étoile tournerait autour du Soleil sur une orbite immense, et il lui faudrait environ 27 millions d'années pour faire un tour complet. Et lorsqu'elle se rapproche du Soleil, c'est le chaos total. En s'approchant de nous, ce fauteur de troubles modifie la trajectoire des comètes venues du nuage de Oort ou de la ceinture de Kuiper. Le résultat, c'est que toutes ces comètes se précipitent tout droit sur nous. Et puis, elles s'écrasent sur la Terre et provoquent de grandes extinctions, comme ce fut le cas pour les dinosaures. Cette étoile hypothétique a été nommée Némésis. C'est le nom de la divinité grecque du châtiment céleste. Mais pourquoi se venge-t-elle de nous ? Aucune idée. Peut-être n'a-t-elle pas apprécié le fait qu'un jour, le Soleil a absorbé toute la poussière et le gaz de son nuage moléculaire. Le Soleil est devenu une étoile assez grande, mais son jumeau est resté sombre et petit. Et en plus, il s'est retrouvé au milieu de nulle part. On serait tous un peu amers si ça nous arrivait. Les scientifiques ont proposé différentes hypothèses sur cette mystérieuse Némésis. Peut-être s'agit-il d'une naine brune ou rouge. Les restes d'une étoile qui a complètement épuisé son combustible. Ou peut-être n'est-ce pas du tout une étoile, mais une planète vagabonde plus grande que Jupiter. Quoi qu'il en soit, son existence n'est pas vraiment une bonne chose pour nous. Mais nos tentatives pour la trouver ont malheureusement tout échoué. À l'heure actuelle, nous n'en avons encore trouvé aucune trace. Des études récentes ont remis en question la théorie des extinctions régulières. Si tu examines de près les archives fossiles, tu remarqueras que ces catastrophes se sont produites au hasard et non pas selon un calendrier précis. Maintenant, les scientifiques doutent que Némésis existe réellement.
Ils disent aussi qu'une étoile se déplaçant avec une telle orbite serait très instable. Il est donc très peu probable qu'elle ait pu survivre aussi longtemps. Mais malgré cette absence de preuves, Némésis est devenue assez célèbre en ligne. De nombreux journalistes et blogueurs la mentionnent encore dans différents contextes. Ils aiment lui imputer la responsabilité de toutes nos catastrophes, comme les chutes d'astéroïdes, les tsunamis, etc. Et du coup, toute cette histoire ressemble maintenant à une légende urbaine. Mais n'oublions pas un détail important. Même si Némésis elle-même n'existe pas, cela ne veut pas dire que le Soleil n'a jamais eu de jumeaux. Tout d'abord, rien de ce dont nous avons parlé au début n'a été réfuté. La plupart des étoiles ne naissent pas seules. La probabilité que notre Soleil ait lui aussi un frère est toujours très élevée. Deuxièmement, des preuves de l'existence de ce jumeau perdu pourraient bien exister. Quelque part dans le nuage de Oort, qui est situé à la frontière extérieure de notre système solaire. Il est composé de nombreuses comètes et d'autres gros rochers. Et les scientifiques pensent que ce nuage conserve tous les fragments qui n'ont pas été intégrés à notre système solaire au moment de sa naissance. C'est comme un immense musée de notre passé. Donc, dans ce nuage, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'intéressant. En gros, cette région semble être trop lourde. Et nos données ne correspondent pas à ce que nous croyons savoir de la formation du système solaire. S'il est si lourd, c'est qu'il contient quelque chose que nous ignorons encore. Notre équation contient donc encore plusieurs inconnus. Et lorsque nos scientifiques ont inclus un éventuel deuxième soleil dans leurs calculs, les choses sont soudainement tombées justes, comme la pièce manquante d'un puzzle. Ce jumeau perdu correspond exactement à cette différence de poids du nuage de Oort. Alors voilà, le Soleil a certainement eu un jour un jumeau. Mais que lui est-il arrivé? Et où est-il aujourd'hui? Malheureusement, cette étoile est sans doute déjà très loin. Probablement après leur naissance, le Soleil et son frère ont passé quelques millions d'années ensemble. Puis ils ont dû se séparer pour toujours. Maintenant, ce jumeau pourrait se trouver à des centaines d'années-lumière de nous. Il pourrait être n'importe où dans la Voie lactée. En théorie, nous pourrions le retrouver, mais ce serait assez difficile. Car il nous faudrait examiner toutes les étoiles similaires à notre Soleil, ayant à peu près le même âge, et ce dans toute la Voie lactée. Et même si nous dressions la liste de ces étoiles, que ferions-nous ensuite? Nous n'aurions aucun moyen de savoir lequel de ces soleils est né du même nuage que notre astre. Ce jumeau restera donc très probablement perdu pour toujours, et notre Soleil restera à jamais solitaire. Quelle triste histoire. Mais ne te désole pas, pour nous c'est beaucoup mieux. Si nous avions deux soleils, notre système ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui. Notre planète pourrait bien ne jamais avoir vu le jour, et il n'y aurait pas de vie. Nous devrions donc être reconnaissants de cette séparation. D'un autre côté, nous aurions des couchers de soleil comme sur la planète Tatooine. Ce serait cool. Nous voyageons dans l'espace à la vitesse de la lumière. Le trajet de la Terre au Soleil à cette vitesse ne prendra que 8 minutes. Mais il nous faudra environ 35 ans pour atteindre notre destination. Ce qui est, soit dit en passant, encore très rapide. En comparaison, une fusée classique mettrait environ 600 000 ans pour faire le trajet. Et nous voilà arrivés. C'est un système stellaire étrangement très similaire au nôtre. Et nos scientifiques soupçonnent que la vie pourrait exister ici, tout comme sur Terre. Une naine rouge, qui fait 30% de la taille et du poids du Soleil, se trouve au cœur de ce système stellaire. Mais ce sont les planètes en orbite autour de l'étoile qui nous intéressent ici. La première d'entre elles est L9859b. Sa taille la situe quelque part entre la Terre et Mars, mais elle est très légère. Elle fait seulement la moitié de la masse de Vénus. Toutefois, la vie est impossible sur cette planète rocheuse. Elle est trop proche de l'étoile et elle est si chaude que tu brûlerais ton gâteau si tu essayais de le faire cuire à sa surface. Elle fait environ 100 degrés de plus que la température maximale de ton four. Cette planète fait un tour complet autour de son étoile en seulement 2 jours, contre 365 pour la Terre. Et elle reçoit 22 fois plus d'énergie de son Soleil que nous en recevons du nôtre. Il n'y fait donc pas seulement chaud, il y a aussi énormément de radiations dangereuses. La planète suivante se trouve à 4,6 millions de kilomètres de son étoile hôte. C'est 13 fois plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. Et elle accomplit une révolution complète autour de son étoile en 3,7 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette planète est 30% plus grosse que la Terre et 2 fois plus lourde. Elle appartient donc à la classe des planètes dites super-Terre. Ces planètes peuvent être riches en glace d'eau, en méthane et en hydrogène. Ce sont certains des éléments nécessaires à la vie. De nombreux scientifiques pensent que c'est sur de telles planètes que des civilisations extraterrestres pourraient vivre.
Mais en raison de son grand poids, cette planète a une grande force gravitationnelle. Il se peut donc que ces civilisations soient dans l'impossibilité de s'envoler dans l'espace, car il est plus difficile d'échapper à la force d'une super-Terre. Cependant, son environnement n'est pas propice à la vie, car elle est encore trop proche de son étoile hôte. Tout comme dans notre système solaire, les 2 planètes les plus proches sont trop chaudes, mais la 3e planète semble plus prometteuse. Elle, 9859D. Elle est presque 2 fois plus lourde que la Terre et 50% plus grosse. Les scientifiques ont calculé qu'environ un tiers de sa masse pourrait être composé d'eau. À titre de comparaison, l'eau sur Terre ne représente que 0,02% de sa masse totale. La présence d'eau est la principale condition pour que la vie apparaisse quelque part, mais nous ignorons où cette eau se trouve. Il se peut qu'elle soit à la surface, mais les températures élevées peuvent transformer les grands océans en de gigantesques nuages de vapeur. L'eau pourrait aussi se trouver en dessous de la surface, dans les couches souterraines. Nous ne pouvons pas encore le savoir avec certitude. Passons donc à la planète suivante de ce système stellaire. Cette planète, récemment découverte, fait partie de la classe des super-Vénus. L9859E. C'est une planète rocheuse qui fait 3 fois la taille de la Terre. La classe super-Vénus signifie que la planète est assez lourde pour avoir une atmosphère. Mais les conditions qui y règnent ressemblent à celles que l'on trouverait dans une serre. Différents gaz y remplissent l'atmosphère. Les rayons solaires traversent ces gaz jusqu'à la surface de la planète, où ils se reflètent et repartent vers le haut. Mais la densité des différents gaz ne les laisse plus quitter l'atmosphère. La planète devient donc de plus en plus chaude, c'est l'effet de serre que nous essayons si fort d'éviter sur Terre. En plus de cela, le vent stellaire entraîne la vapeur d'eau et d'autres éléments des couches supérieures de l'atmosphère dans l'espace. La vie ne peut pas exister sur une telle planète, et elle ne pourrait jamais y apparaître. Tout comme sur Vénus, la sœur jumelle de la Terre. Jusqu'à présent, toutes les planètes que nous avons examinées sont en dehors de la zone habitable de l'étoile hôte. Cette zone se trouve à une distance parfaite de l'étoile, pas trop près pour que la planète ne soit pas trop chaude et que l'eau ne s'évapore pas instantanément, et pas trop loin pour que la planète ne ressemble pas à un désert glacial. Les planètes B, C, D et E sont trop proches de l'étoile hôte. Mais il y a une autre planète hypothétique dans ce système stellaire située juste dans cette zone. Cette potentielle super-Terre serait 2,5 fois plus lourde que notre planète à nous. Nous avons donc l'espoir qu'il s'agisse d'un monde rocheux, tout comme les autres planètes de ce système stellaire. Le poids de la planète F est suffisant pour qu'elle possède une atmosphère dense, et la température à sa surface devrait permettre la présence d'eau sous forme liquide. La planète fait un tour complet autour de son étoile hôte en 23 jours, ce qui signifie littéralement que c'est le nouvel an toutes les 3 semaines. Il est cependant peu probable qu'il y ait là-bas une civilisation qui le célèbre. En effet, l'existence même de cette planète est très incertaine, et nous n'en avons pas encore eu de preuves directes. Toutes les autres planètes ont été découvertes par la méthode du transit. C'est lorsque nous pointons nos télescopes directement sur une étoile et que nous observons ces changements de luminosité. Lorsqu'il y a une légère baisse de la luminosité de l'étoile, c'est qu'une planète est passée entre nous et celle-ci, comme ce point-ci. Nous disposons alors d'un court laps de temps pendant lequel la planète se trouve devant l'étoile pour déterminer sa taille et sa vitesse. Il nous arrive parfois d'observer de tels transits de Mercure et de Vénus sur le disque solaire. Et il y a au moins 29 planètes potentiellement habitables dans l'espace lointain qui pourraient observer notre Terre de la même façon. Environ 1715 étoiles, dans un rayon de quelques centaines d'années-lumière, sont parfaitement situées pour cela. Chaque étoile a des planètes autour d'elle, mais seules 29 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable. Il pourrait donc vraiment y avoir de la vie et une civilisation extraterrestre intelligente là-bas. Si c'est le cas, ils pourraient pointer leur télescope vers le Soleil et voir un petit point traverser son disque. Et cela pourrait faire 5000 ans au moins qu'ils font ces observations. Ils pourraient donc savoir comment notre civilisation est née et comment nous avons évolué. De plus, ces planètes sont suffisamment proches pour capter nos signaux radio et même nos émissions de télévision. Mais cela fonctionne dans les deux sens. Les signaux radio voyagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. Nous maîtrisons cette technologie depuis environ 100 ans. Donc, s'il y a vraiment une civilisation quelque part dans l'espace, nous capterions aussi leur signal. Mais jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Nous n'avons donc aucune preuve de l'existence de la vie sur ces planètes. La découverte d'un système stellaire comme L9859 est très importante pour nous, car nous sommes toujours à la recherche de vie en dehors de notre système solaire. Et les planètes de classe super-Terre sont encore mieux adaptées à l'origine de la vie que la planète Terre elle-même. De telles planètes sont parfois appelées superhabitables. Certains scientifiques pensent donc que la Terre est un bon endroit pour la vie, mais pas le meilleur.
Une planète super habitable devrait être 30% plus grande que la Terre et 2 fois plus lourde. En raison de cela, sa gravité serait supérieure, son atmosphère plus dense et sa concentration d'oxygène plus élevée. Ainsi, sa température atteindrait une moyenne idéale de 25 degrés Celsius. La végétation pourrait s'y développer. De plus, une gravité plus forte rendrait la surface de la planète plus plane. Il pourrait donc y avoir plus d'océans que sur Terre, et la vie aquatique y serait beaucoup plus diversifiée. L'étoile haute joue aussi un rôle très important. Elle doit être plus petite que le Soleil. Plus l'étoile est grosse, plus elle brûle de son combustible. Cela signifie que la durée de vie d'une grosse étoile est relativement courte. Par exemple, la durée de vie du Soleil est d'environ 10 milliards d'années, mais une naine rouge peut vivre jusqu'à 30 milliards d'années. Plus de temps, plus d'opportunités pour que la vie apparaisse et évolue. Jusqu'à présent, les scientifiques ont découvert 24 de ces planètes. Mais cela ne signifie toujours pas qu'il y a vraiment de la vie à leur surface. Mais certains savants pensent qu'il y aurait déjà au moins 36 civilisations avancées dans notre galaxie, en plus de celles de la Terre. Ils ont cherché des mondes similaires sur la carte des étoiles. D'abord, nous trouvons des étoiles qui ressemblent au Soleil parmi environ 100 milliards d'étoiles dans toute la galaxie. Ensuite, nous choisissons parmi elles celles qui sont riches en fer. De telles étoiles brûlent à la température parfaite et aident les planètes qui les entourent à acquérir un noyau ferreux et à devenir semblables à la Terre. Maintenant, nous choisissons des étoiles relativement jeunes parmi elles, parce que lorsqu'elles vieillissent, elles se dilatent et absorbent les planètes qui les entourent, ou elles les brûlent tout simplement. Une dernière chose, trouvons dans ce groupe les planètes qui se situent dans la zone habitable de l'étoile. Et voilà, 36 mondes sont peut-être habités par une civilisation inconnue. Mais nous n'en serons sûrs que lorsque nous entrerons en contact avec eux.